Donc, Jean de AKT.io, donc encore merci de ta présence. Allez, c'est parti. Merci J'ai déjà Jérémy, des merci à questions. toi. C'est normal. Allez, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bah ouais, succinctement, je m'appelle donc Jean-Yves Guilloux. Je fais partie de l'équipe fondatrice du projet ACT. On aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail sur la timeline et l'historique du projet tel qu'il s'est déroulé les derniers mois, les dernières années. Aujourd'hui, donc je fais partie de la, on va dire de la traction du projet puisque bon, on est plusieurs co-founders. On a Gaël Itier qui est le CEO, on a Stéphane Perrin qui est le député CEO, moi-même qui suis plutôt en charge de toute la partie investissement, on y reviendra. Julien Halimi qui est notre directeur et chef produit. Et au niveau du compliance, on a aussi quelqu'un qui est basé au UK qui s'appelle Zayed Al-Sultani. Donc voilà, ça c'est pour mettre un petit peu des noms sur les founders. Et donc voilà, après, on peut un peu discuter un petit peu sur l'historique, mais j'ai un background de financier à la base, puisque j'ai pu avoir une expérience dans les marchés financiers en tant que stratégiste sur les marchés de change au début de ma carrière. Et puis j'ai joint le projet, puisque sur ma route, sur ma carrière, sur mon chemin de vie, j'ai rencontré donc Gaël Itier en 2014. Et puis les choses ont fait que voilà, les étoiles se sont un petit peu alignées, les projets se sont ralliés autour de ce nouveau projet AKT.io, dont je suis très content de partager un petit peu tous les aspects avec vous ce soir. D'accord, parfait. Donc, on en sait un petit peu plus sur toi. Alors, vous êtes quand même pas mal dans l'équipe, en fait. Il y a combien de personnes à peu près? Alors là, c'est vrai que les choses progressent relativement vite maintenant. On est très content. Si on parle un petit peu de l'ensemble, on va dire de l'ensemble de la structure, sur tous les bureaux, que ce soit en France, en Irlande, à Londres, à Berlin, on est maintenant à peu près, on a dépassé les 100 il y a, on dirait, à peu près une semaine ou 2 semaines. Mais on continue à embaucher continuellement là, puisqu'on a encore 5 personnes qui nous ont rejoints cette semaine. Donc, on a à peu près, voilà, un peu plus de 100 personnes maintenant qui sont autour du projet, une équipe fondatrice de 5 personnes. Et puis, on a aussi pas mal d'intervenants externes, puisqu'on a pas mal de freelancers aussi qui ponctuellement viennent combler un petit peu voilà, de trous sur certaines expertises. Donc, ça commence quand même à faire voilà, une belle équipe, quoi. Ouais, une très très belle équipe. Excellent. La crypto, donc toi, j'ai bien compris que tu avais un background financier et tu as dans votre team, j'imagine qu'il y a des types, des hommes, des femmes qui ont bossé dans la crypto avant. Alors, bah, c'est un peu, je dirais que c'est un peu, il y a un peu de tout, hein, honnêtement. Moi, c'est vrai que j'ai un background avec Gaël, qui était aussi un algo trader. On a des notions plus qu'avancées en trading, donc c'est quelque chose sur lequel on était un petit peu, je veux dire, voilà, on connaît un petit peu les marchés financiers en général, mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, on n'a pas jumpé tout de suite dans l'aventure crypto. Comme certains, on va dire, dès 2010, dès 2011, puisque bah, clairement, on était un petit peu sceptique à cette époque-là. C'était quelque chose un petit peu voilà, de disruptif, un petit peu nouveau. Donc, ça nous a mis un peu de temps. Mais on va dire qu'autour des années 2015-2016, on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de structurel qui commençait à se passer. Et puis, on a vraiment mis les pieds dedans, on va dire, autour de 2017-2018. Voilà, pour donner un petit peu de référence, moi, j'ai acheté mes premières cryptos autour de 2018, quand le Bitcoin était autour de 6 000 par là. Donc, c'est à peu près à cette époque-là qu'on a commencé un petit peu à s'intéresser à ce monde-là, à ce nouveau monde de la crypto. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, je suis issu moi-même du milieu de la finance traditionnelle et c'est vrai qu'il a fallu un petit peu de temps pour changer les mentalités. Donc, je comprends Peut-être tout à même, fait c'est ton peut-être point de même vue. plus compliqué pour les gens qui viennent de la finance traditionnelle de finalement arriver à jumper là-dedans parce que voilà, c'est quand même assez hallucinant quand même ce qu'on peut voir. Voilà. Plus compliqué, ouais, et puis surtout je suis plus vieux, alors à l'époque, c'était encore moins simple. Ouais. OK, dis-moi alors, AKT, bah, ça veut dire quoi? Ça vient d'où ce nom? Alors, en fait, bon, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses dans un historique. C'est pas venu comme ça, en effet. C'est plutôt si on a décidé de nommer
voilà, le projet AKT, ça vient surtout du fait que les tickers, finalement, des coins et ce qu'on a pu voir un peu sur les exchanges sont souvent autour de 3 lettres comme ça. Mais au tout début du projet, on avait, surtout en 2017-2018, on avait pour ambition de lancer plutôt Ouais, il y a un petit bug sonore, j'ai l'impression, de ton côté. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Non, je disais, il y avait un peu d'écho de mon côté. Non, je disais que, en fait, nous, autour de 2017, on a décidé avec Gaël, du moins la première équipe fondatrice autour du projet Automata, on a décidé de finalement proposer des robots de trading pour une target qui serait le retail market un peu dans le sillage de ce que faisait Robinhood aux États-Unis. On avait décelé qu'il y avait quand même un segment du marché à prendre dans ces années-là. Donc, on avait essayé de trouver une solution pour pouvoir proposer de manière simple des gestions automatiques de portefeuille pour une clientèle retail qui avait des difficultés à vraiment comprendre en profondeur comment ça fonctionnait, comment construire intelligemment un portefeuille et finalement pouvoir être investi ou investir une partie de son capital intelligemment sur des rendements qui soient un petit peu plus significatifs que ce qu'on trouve classiquement dans les produits bancaires. Donc, on avait plutôt axé finalement on avait plutôt dessiné la genèse du projet sur cet axe-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, des échanges dans notre parcours, on a rencontré quelques difficultés quand même à essayer de proposer finalement un business model autour juste du robot advisory, puisque il y avait quand même des mastodontes qui étaient à côté. Et puis, il n'y avait pas ces aspects de ICO aussi pour pouvoir assez facilement lever des fonds. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Donc, finalement, on s'est rendu compte que si on cherchait à disrupter un modèle qui finalement reposait sur une génération de fees autour de volumes assez colossaux, il fallait déployer finalement toute une armée pour pouvoir, au niveau du marketing, au niveau des licences, ça devenait vraiment un énorme projet par rapport à la capacité initiale de levée de fonds. Donc, c'était la première idée. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'avènement on va dire du segment de la néobanque, notamment avec Revolut, une entreprise comme Monzo ou d'autres, on avait la possibilité finalement d'ouvrir une porte d'accès via des dépôts ou des retraits, finalement une porte d'accès aux liquidités à l'intérieur d'un écosystème pour pouvoir relier finalement le monde de la néobanque à travers des IBAN dédiés et de pouvoir proposer finalement aux gens un bridge assez simple, un pont assez simple à franchir entre finalement avoir un IBAN et finalement déposer assez rapidement des fonds sur des gestions automatisées, des robots de trading qui permettraient de pouvoir dynamiser un petit peu l'épargne des gens de manière intelligente. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le setup de base à travers le premier white paper Automata tel qu'on l'avait conçu. Et puis finalement, l'ordre logique des choses, avec l'explosion des cryptos, la facilité finalement de pouvoir avoir accès à des marchés centralisés d'échanges crypto, donc pour pas les nommer, type Binance ou autre, et aussi avec la facilité de pouvoir connecter des blockchains qui sont de plus en plus accessibles et puis qui rendaient de plus en plus accessible aussi la rémunération sur des dépôts à travers des protocoles open source comme Aave. On s'est rendu compte que finalement, si on arrivait à englober l'intégralité, un petit peu de tous ces outils à l'intérieur d'un même écosystème et d'une même app, on avait un moyen finalement de rendre de faciliter l'accès au marché retail, à tous ces nouveaux outils, surtout aux personnes qui sont pas encore convaincues ou qui sont sceptiques ou qui ont peur ou qui ont suffisamment pas de connaissances techniques pour pouvoir accéder à tout ça. Et on a essayé de trouver finalement une formule intelligente pour pouvoir finalement faire entrer monsieur et madame tout le monde à l'intérieur d'un écosystème qui est assez similaire à ce qu'on retrouve finalement dans les banques traditionnelles, puisqu'on a toujours notre IBAN, on a toujours un accès finalement à une épargne à travers, par exemple, des livrets A ou des choses comme ça. Et puis aussi, si on veut, à des produits, à un compte bourse, finalement, où on peut finalement venir choisir de constituer un portefeuille. Donc, on retrouve un petit peu ces trois dimensions, les moyens de paiement, les IBAN et les transferts, les transferts bancaires, la partie épargne qui est sécurisée, qui assure un rendement. Donc ça, c'est ce qu'on trouve finalement à travers les protocoles open source ou d'autres
mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a choisi à travers, par exemple, un protocole de chez Ivy qui permet de générer finalement du yield sur des dépôts en stablecoin, et puis l'accès finalement à des investissements risqués, puisqu'il n'y a pas de garantie sur le capital qui est investi, mais en tout cas, si on le manage de manière intelligente, on peut proposer quand même une construction d'investissement intelligent pour nos clients, et le tout le rendant accessible, simple à utiliser à travers notre écosystème qui est notre application Act.io. Voilà, donc du coup, on est parti finalement de la première lettre qui est le A de Automata. Et puis après, on a voulu vraiment aller dans le sens de ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire aller dans le sens de la mode un peu disruptive des choses, et puis acter vraiment dans sa vie, dans sa vie financière, dans sa mobilité financière, de vouloir acter et finalement prendre des décisions et se dire, bon, là, il y en a vraiment des technologies qui arrivent maintenant qui sont à portée de main. J'ai la possibilité de décider finalement voilà, d'acter et d'aller dans le sens en fait de l'ordre des choses et de la tendance qui est en cours, et de pouvoir acquérir une indépendance financière plus élevée que l'assistance, on va dire, on va pas parler d'assistance, mais de la proposition qui est faite aujourd'hui dans le monde bancaire traditionnel, puisque pour avoir des niveaux d'assistance très élevés, il faut quand même être au sein de banques privées ou de gestion privée qui sont accessibles uniquement à des portefeuilles qui sont assez importants. Voilà. Parfait. Oui, bah écoute, merci pour ce développement. Ouais. T'as bien fait le tour. Je te laisse parler, hein, parce que j'ai Ouais, vu que non, mais t'étais pas de souci. De toute à fond façon, dans j'aime bien Non, la conversation. Donc, non, franchement, mais n'hésite quand il y a pas. des questions qui arrivent, tu vois, là, il y a des questions qui arrivent. Je vais les lire, mais je te les poserai après. Alors, parce qu'on nous pose des Ouais. questions sur vos partenaires, on nous pose des questions sur les autorisations des différents régulateurs. On verra ça après, d'accord? Tu Pas de nous as souci. parlé d'Automata tout à l'heure, tu en as parlé rapidement en quelques mots. Tu peux nous parler de ce groupe, Automata Group, Alors, rapidement? alors, ça va faire le pont finalement avec plein de questions que peut-être tu as déjà mentionnées à l'instant. On parle d'autorisation, on parle de régulateur, on parle aussi finalement de dimension, on parle de différents services, hein, le service du paiement de la néobanque, de l'IBAN, hein, par exemple, hein, qui est déjà sous un certain niveau de licence. On parle de la blockchain, qui est la crypto. On parle de l'accès à des stocks, des ETF, qui sont plutôt dans l'univers du wealth management. Tout ça, bien sûr, ça s'opère sous des autorisations, des licences. Et pour pouvoir intelligemment, finalement, structurer un produit aussi complexe que ce qu'on essaye de faire, eh ben, il faut pouvoir réunir l'ensemble de ces licences. Et pour pouvoir les réunir, il faut utiliser une structure légale qui est finalement capée chez nous par le groupe Automata Group, puisque pour aller chercher des licences de type bancaire ou type IMI, on va dire les licences un peu intermédiaires de banque pour pouvoir fournir des IBAN aux gens, ou du wealth management ou de la crypto, il faut que chaque entité finalement puisse aller chercher auprès des régulateurs des niveaux de licence. Donc malheureusement ou heureusement, peu importe, mais on ne peut pas aller chercher comme ça d'un seul jet toutes les licences avec une entité. Ça fonctionne. C'est pas si simple que ça. Je sais que la communauté n'est pas forcément au courant de tout ça parce que c'est relativement technique dans la partie légale des choses, mais on ne peut pas aller comme ça du jour au lendemain se dire bonjour, je suis une petite entité irlandaise ou UK et je voudrais avoir toutes ces licences-là parce que j'ai envie de faire un super produit qui va être ça. Les régulateurs, ils sont pas forcément à l'écoute de ce qu'on cherche à faire comme en tant qu'entrepreneur. Donc, eux, ils sont plutôt à se dire, bon, on va pas pouvoir accumuler des niveaux de licence comme ça sur une même entité. C'est pas si simple. Ça nous effraie même un petit peu. Donc, l'idée intelligente, c'est de regrouper l'ensemble finalement des licences qu'on doit avoir à travers différentes entités. Et pour venir finalement associer l'ensemble des entités, on a besoin d'un groupe et ce groupe-là s'appelle Automata Group. Et ensuite, lui, il va diriger finalement l'ensemble des opérations à travers différentes entités qui porteront chacun ou chacune plutôt une licence particulière. Donc, sous Automata Group, on va avoir Automata Pay, par exemple, qui va gérer les licences de néobanque ou de licences IMI. On a Automata Wealth qui va s'occuper plutôt de la gestion de l'accès aux stocks Europe et US. Et puis, on a Automata Exchange qui est ici pour accès aux licences crypto.
Et puis, on a aussi une autre structure qui nous permet aussi de conduire cette ICO, on y reviendra, mais qui nous permet à travers une entité irlandaise, donc Automata ICO, de pouvoir justement conduire cette Initial Coin Offering, donc cette ICO, pour pouvoir justement nous donner un capital suffisamment significatif pour pouvoir développer cette idée à travers la vente et la pré-vente du AxioCoin, et puis la mise en place ensuite de la vente du coin sur les exchanges dans quelques semaines. Voilà. D'accord, parfait. Merci pour cette réponse. Donc, en fait, grosso modo, vous rencontrez et vous avez à faire face aux mêmes problématiques qu'une banque, en fait, traditionnelle. Voilà. Exactement. Exactement. OK. Donc, en plus, lié à la crypto, donc, ouais, ça doit pas être simple. C'est pour quand même, il faut que nous se rendre compte, en fait, de la difficulté des choses. Comme tu dis, hein, c'est pas juste, on arrive, on dépose un petit dossier et puis ça passe comme une lettre à la poste. C'est extrêmement compliqué. Donc, on est sur des projets très sérieux. Alors, on pose des questions sur le giveaway. Oui, alors le giveaway, bien entendu, les personnes qui participent et qui posent des questions, il y aura un tirage au sort. Vous connaissez comment on fonctionne. On vous offre donc des tokens. Alors, pas nous, hein, mais Jean qui est là va vous offrir des tokens. Donc, il y a 5000 tokens, hein, c'est ça, qui vont être distribués, qui vont être partagés. On est d'accord? Exactement. Ok, super. Donc, toujours pareil, hein, chez CryptoTrader, on vous fait toujours des petits bonus cadeau. Alors là, c'est pas un petit bonus, hein. 5K, on est quand même sur un très bon giveaway. Donc Jean a pris bien soin de vous et on le remercie pour ça. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut te parler du Wealthbot, s'il te plaît? Alors, en détail, j'ai une question par rapport à ça. Alors, est-ce que tu voulais parler du WealthHub ou du WealthBot? Je sais que parfois les gens, ça porte à confusion. Moi, je veux bien parler de celui que tu veux. Il n'y a pas de souci, on peut commencer. Alors, la question concerne le Wealthbot. Ok. Alors, le WealthBot, comme je l'ai dit, hein, au tout début de notre aventure avec les founders, la première idée était de pouvoir fournir finalement une gestion automatisée des actifs financiers qu'on trouve finalement à travers différents brokers ou à travers sa banque, hein. Donc là, on parle de stocks, on parle de commodities, on parle de ce qu'on veut, hein, des actifs tout simplement qui sont associés à une notion de risque. Là, aujourd'hui, dans la notion du WealthBot, c'est un robot advisor qui va gérer finalement un ensemble de portefeuilles qui sont basés sur les cryptos. Et donc, ce WealthBot, finalement, il a pour but de rendre plus facilement l'accès aux cryptos pour quelqu'un qui, finalement, se dirait « Oui, OK, tout le monde me parle des cryptos, je veux en acheter. » Mais ça fait aussi assez peur parce qu'on a des mouvements volatiles. Ça dépend à quel moment on rentre ou pas, mais parfois, ça peut être un super bon plan. Des fois, on peut avoir un petit peu des frayeurs. Et tout le monde n'est pas un trader expérimenté ou tout le monde n'a pas forcément la capacité de pouvoir, entre guillemets, holder comme ça sans paniquer. Donc, nous, à travers le WealthBot, on propose justement une gestion automatisée des digital assets. Donc, ça regroupe, en tout cas chez nous, uniquement une gestion sur des stablecoins et des coins. On verra plus tard que c'est une première version, hein, du robot. On va bien sûr l'étayer, on va le développer, on va l'améliorer, on va peut-être proposer différentes couches, mais en tout cas, on aura une version première qui est un robot WealthBot qui est basé sur un concept de corps satellite. Alors, qu'est-ce que c'est le corps satellite? C'est tout simplement, finalement, un corps, c'est un cœur. C'est là où on va réunir finalement l'ensemble des fonds qui seront collectés à l'intérieur du robot. Et lorsque finalement nos systèmes algorithmiques et discrétionnaires détectent des phases de tendance, donc c'est-à-dire que lorsque normalement le marché est censé être plutôt en bull run, puisque le robot n'investit uniquement que à l'achat et non pas dans des positions short, eh ben, on va finalement sortir du corps, donc c'est-à-dire on va sortir les USDT, finalement pour faire un exemple, on va sortir les USDT du corps pour venir les diriger vers des satellites. Donc des satellites, c'est différents wallets qui sont composés de crypto-monnaies. Donc pour faire un exemple assez simple, on va les positionner un petit peu de fonds en USDT sur du Bitcoin, de l'Ether, et puis ensuite on va éclater sur différents types de satellites, donc différents types de crypto. Intelligemment, on va construire un portefeuille diversifié qui va venir justement chercher à prendre la tendance haussière du marché et à essayer d'aller chercher le meilleur rendement jusqu'à finalement se regrouper à nouveau dans le corps lorsque les algorithmes et nos systèmes finalement détectent un potentiel risque de retournement dans le marché ou que finalement on a vraiment des confirmations de retournement de tendance. Donc ça permet quoi in fine? Ça permet d'assurer que lorsque le marché est dans des phases haussières, eh ben, on est suffisamment investi
dans la gestion de notre robot. Et lorsqu'on a détecté des phases baissières, et ben finalement, intelligemment, on va revenir rapatrier les fonds des cryptos vers le cœur qui est basé en stablecoin en USDT et qui lui-même génère finalement du rendement à travers du yield, à travers des protocoles open source comme Avi pour générer finalement, voilà, en ce moment, on sait très bien que l'USDT, en moyenne, il va être autour de 3,5-4% de rendement sur ce type de protocole. Et ben, même si on est finalement sorti de la tendance haussière sur les cryptos, on va venir quand même générer du rendement à travers ces mécaniques-là. Et ça permet finalement de lisser une courbe qui est assez intéressante en termes de rendement. Et puis surtout, ça permet de rassurer finalement les investisseurs qui ne seraient pas forcément disposés à bien comprendre l'orientation des marchés et à être assurés que finalement, il y a quand même une gestion qui protège contre des retournements brutaux de marché ou de séquences baissières. Voilà, ça c'est un résumé du Wellsbot tel qu'on l'imagine et tel qu'il va fonctionner dans les prochaines semaines lorsqu'il sera livré. Voilà. Parfait. J'ai eu un petit décalage de son, excuse-moi. Ok, nickel. Alors, j'ai pas mal de questions en ce qui concerne, mais je vais y revenir plus tard. Mais là, je dis, c'est pour nos membres. Je vois vos questions, mais je préfère laisser Jean s'exprimer parce qu'il a pas mal de choses à dire. On reviendra sur l'ICO, sur le nombre de tokens, sur la valeur des tokens, d'accord? De toute façon, tout ce dont tu es en train de nous parler, Jean, et ça, c'est pour les membres, vous allez sur leur site, vous allez sur leur lien, vous avez un Telegram aussi, je crois. On est d'accord? Oui, on a voilà, on est comme tout le monde, on est sur les réseaux, Telegram, on est sur Discord aussi. Puis le site de l'ICO est assez bien documenté. On a aussi un site pour l'application. Donc le site, c'est launch.act.io. Où vous pouvez vous inscrire pour l'ICO, avoir accès au white paper qui a été d'ailleurs complètement updaté aujourd'hui. Donc, vous avez une version un petit peu fraîche. Il y a quelques petites coquilles, on sait, qui seront corrigées demain. Mais en grosso modo, vous avez toutes les informations disponibles pour pouvoir justement regarder un petit peu l'intégralité du projet et ce qu'on cherche à faire. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que allez voir, faites vos recherches. Vous savez qu'on vous présente quand même des projets solides et sérieux avec des équipes compétentes. Mais si vous voulez avoir des renseignements peut-être un petit peu plus pointus, parce que là j'ai quand même pas mal de questions et je vais à mon avis pas pouvoir toutes les poser. Donc vous allez sur leur site, on vous mettra les liens et vous avez donc le white paper et vous avez quand même beaucoup d'informations. Avant de partir donc sur l'ICO, pourquoi l'Irlande? J'ai une question. Quelqu'un demande ça. L'Irlande, justement, on en revient toujours à ce concept. Alors, ce concept, c'est souvent rattaché à des problèmes de licence ou il y a plein de raisons, mais en tout cas pour notre cas, en fait, c'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de se dire, voilà, on veut opérer aussi comme en étant un agent qui va proposer finalement de la gestion de crypto. Donc, on va mettre à disposition finalement un accès aux crypto au client final. Il faut être licencié et à travers l'Irlande, à l'époque où on a déposé justement les autorisations, l'Irlande était, on va dire, license free. Ça veut dire que finalement, on n'avait pas forcément les mêmes contraintes de licence que d'autres que d'autres pays comme la France ou l'Allemagne. Et pour nous aussi, c'était quand même si on était sur ce type de licence free, puisque maintenant l'Irlande est régulée aussi au niveau de. C'est pas que licence free, mais la régulation, l'accès à la régulation était beaucoup plus simplifié. Et aujourd'hui, maintenant, on a les mêmes niveaux de problématiques que dans tous les autres pays. Nous, maintenant, on est régulé de la même manière en Irlande que dans d'autres pays. Mais en tout cas, ça nous permettait de pouvoir accélérer finalement, nous, au niveau légal, certaines choses, puisqu'on ne pouvait pas être sur tous les plans. Et la deuxième raison, c'est que fiscalement parlant aussi, c'était intéressant dans la gestion de l'ICO. Donc, c'était un choix un peu stratégique de ce côté-là. Maintenant, voilà, aussi, c'est le régulateur qui est au-dessus finalement finalement des licences de crypto, des crypto firm license qui sont distribuées en Irlande, c'est quand même le CBI. Et le CBI, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un énorme organisme financier à la même hauteur que le FCA ou que l'AMF en France. Et pour nous, dans la vision long terme qu'on a de notre projet, puisqu'on veut vraiment s'inscrire quand même dans la durée,
c'était vraiment important qu'on se positionne plus sur quand même la partie ouest, on va dire, partie ouest des pays, on va dire, européens, pour acquérir des niveaux de licence, puisque on parle aussi, hein, genre, nous, on vient de la finance, donc on est quand même assez bien connecté dans le monde de la finance, du légal, du compliance. Et on aurait pu faire le choix d'aller en Estonie, d'aller dans d'autres pays, mais on sait très bien que les régulateurs et la régulation, en règle générale, au niveau de la crypto-monnaie et au sens large des choses, des assets digitaux, on va dire, va se standardiser, va s'élever et va devenir de plus en plus rigoureuse. Et donc, on sait très bien que là où on a des facilités, par exemple en Estonie ou dans d'autres pays où on peut avoir des licences de manière très facile, très rapide, qui simplifie finalement les choses. Sur la partie ouest de l'Europe, c'est beaucoup plus pointilleux. Et donc, on sait très bien qu'on va gagner en crédibilité et qu'on va se mettre déjà à la page des niveaux de standardisation qui vont être demandés dans les prochains mois et les prochaines années, ce qui va nous éviter finalement de devoir finalement redemander des licences, par exemple au niveau, je sais pas, d'autres juridictions, un peu en retard et compromettre finalement peut-être un beau produit qui serait bien lancé et être freiné après finalement avec ce type de choses. Donc aujourd'hui, au niveau des cryptos, on a déjà enregistré des demandes de licence au niveau de l'AMF avec l'APSAN. On va faire la même chose avec l'Allemagne et puis c'est le cas aussi pour l'Angleterre. Donc c'est déjà les 4 pays qu'on cherche à atteindre avec notre application, puisqu'on veut communiquer quand même dans les langues qui sont voilà, les cibles de nos clients. Et donc, du coup, ça amène quand même une certaine crédibilité, une garantie. En tout cas, on sera au standard maximum. Donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'aller chercher d'autres niveaux de licence ensuite dans d'autres pays qui sont moins regardants en partant de ces licences-là que l'inverse, quoi. Voilà. Non, ça fait du sens, tu as raison. C'est important. On avait cette problématique-là dans le trading traditionnel aussi, avec des pays qui accordaient des licences un petit peu facilement. Donc, vous avez les mêmes choses. Mais il faut aller sur des choses sérieuses pour que le projet soit périn et qu'il continue dans le temps. Donc, très, très bien. Vos partenaires, j'ai quelques questions sur vos partenaires, notamment Thales. À quoi et comment allez-vous travailler avec vos partenaires? À quoi vont-ils servir? Alors, de toute façon, pour être complètement transparent, aujourd'hui, on ne devient pas parce que nous, on quand même la prétention hein, quand même du projet, c'est de devenir un acteur dans le monde de la néobanque, même si on voit qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle que par exemple de régulateurs comme l'AMF, on ne peut pas utiliser toutes les terminologies comme on veut. C'est justement, ils posent certains standards, mais en tout cas, dans ce trend de la néobanque, au moins au niveau UK, pour ressembler déjà à des maisons comme Monzo ou Revolut, d'autres types de concurrents, il faut pouvoir justement fournir et s'asseoir quand même sur des acquis qui sont quand même relativement importants. Et on ne peut pas développer un projet comme ça, on va dire, de scratch, quoi, fait maison. On est obligé, dans un premier temps, d'agréger certains partenaires stratégiques pour pouvoir travailler avec eux et pouvoir déjà proposer un produit qui est cohérent et qui est accessible à tout le monde. Et puis, une fois qu'on commence à générer du revenu et de la crédibilité, on peut commencer ensuite à aller venir chercher des licences et créer la technologie de manière interne avec du revenu et surtout des levées de fonds successives. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, la croissance organique saine pour pouvoir atteindre, on va dire, les objectifs des roadmaps qui sont à 5, 6 ans, 10 ans. Ça, c'est la logique des choses. Donc aujourd'hui, une startup comme on a pu l'être ou comme on l'est toujours, elle va venir forcément contracter des partenariats stratégiques. Et le premier, et celui qui est le plus important, c'est peut-être Modular Finance, qui est finalement l'institution bancaire qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer à nos clients un IBAN dédié et qui apporte les mêmes niveaux de sécurité ou de couverture ou d'assurance au niveau de la garantie des fonds que n'importe quelle institution bancaire, puisqu'on utilise finalement leur licence pour pouvoir opérer en tant que… en France, on ne peut pas dire néobanque, mais au UK, on peut le dire sans problème. Mais en tout cas, pouvoir donner aujourd'hui un accès à un IBAN dédié à un utilisateur. Voilà. Ça, c'est la première chose, puisque comme je l'ai dit, c'est ce qui va permettre de pouvoir aux gens de faire des dépôts en euros dans notre écosystème et ça va permettre après aux gens de pouvoir utiliser les autres services qu'on va pouvoir proposer à l'intérieur de l'application. Donc ça, Modular Finance, c'est
Juste pour faire des petites comparaisons, c'est quand même le partenaire qui a sollicité Revolut voilà, dans ses premiers pas de développement aussi. Et puis après, pour pouvoir faire les échanges des différentes devises, on a un partenaire qui s'appelle Cantox pour ce qui est de la reconnaissance faciale, je veux dire, pour pouvoir faire les KYC, valider les identités. On a choisi un partenaire qui s'appelle Thales, puisque c'est vraiment le plus haut niveau finalement de technologie pour ce type de service. Jusqu'aujourd'hui, on utilise un partenaire qui s'appelait Onfido, que beaucoup connaissent pour juste, on va dire, pouvoir onboarder des gens dans notre Launchpad ICO. Donc, c'était vraiment pour le but de pouvoir faire la prévente finalement de notre AxioCoin. Mais pour les besoins de l'application bancaire qu'on cherche à mettre en place, ça sera Thales. On a aussi des partenaires comme Visa qui sont rattachés à Modular Finance pour notre carte. On a Avi pour la gestion des protocoles open source qui vont nous permettre de pouvoir générer du yield sur les vaults. Donc ça, c'est la partie, on va dire, entre guillemets, plutôt épargne, saving account. Et ensuite, on va rattacher, donc on y reviendra, mais on a créé, nous, au sein d'Automata Act.io, un algorithme qui s'appelle le WellSub, qui est un algorithme multi-route, multi-node, qui permet de pouvoir finalement connecter n'importe quelle exchange. Donc, exemple, Binance, Bitrex, UOB, Coinbase, Kraken, Wintermute, et finalement de pouvoir avoir accès à toute la liquidité du marché au meilleur prix, instantanément, et de pouvoir finalement utiliser différentes routes pour pouvoir faire un même trade. Donc, ça permet aussi d'avoir un ensemble de partenaires au niveau des exchanges qui soient déjà contractés avec nous. Donc, ça c'est intéressant. Et puis, pour l'accès aussi on va dire, au marché traditionnel, des brokers pour pouvoir utiliser aussi certains niveaux de licence. Donc là, on utilise notamment, on va utiliser un broker qui s'appelle CM Equity au niveau du brokerage classique. C'est juste pour faire des éléments de comparaison. C'est les gens qui travaillent avec FTX Exchange. Donc voilà, des gens sérieux aussi pour mettre à disposition justement toute une batterie de produits accessibles depuis notre écosystème. Donc, un très, très gros morceau. Vous attaquez quand même à très, très gros parce qu'il y a du monde sur ce secteur. Il y a des gros acteurs sur ce marché et il y a toute la finance traditionnelle qui va, je sais pas, mais qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. On sait comment ça marche. Enfin, moi, je sais comment ça marche. Donc, c'est pas toujours très simple, mais en tout cas, super projet. Jean, j'ai pas mal de questions en ce qui concerne la techno Hedera et l'Hgraph, et on me demande donc pourquoi le choix de Hedera. Alors, Hedera, d'abord, il faut dire que c'est un peu une longue histoire et ce projet-là, il est intéressant parce que finalement, on ne se réveille pas un matin en se disant on va faire un projet comme ça ou on va partir dans une belle histoire. Les choses sont un peu plus compliquées que ça et c'est vrai que dans notre projet, il y a pas mal de choses qui sont alignées au cours des années et au cours des mois. Et finalement, Hedera, ça s'est fait autour d'une rencontre, notamment à Berlin, parce qu'il y a un bel écosystème aussi dans tout ce qui est crypto et blockchain à Berlin. Et j'ai eu l'occasion finalement de rencontrer des gens qui étaient finalement très bien positionnés, notamment chez Avi, chez Engine, notamment, des gens avec qui on a beaucoup discuté. Et c'est des personnes qui ont finalement décidé d'intégrer les équipes d'Hedera dans leur carrière. Et finalement, en échangeant autour de notre vision long terme, puisque nous, on a quand même pour but finalement de s'inscrire à travers Act, mais à travers Automata, à décliner beaucoup de types de produits dans les prochaines années. On n'est pas que sur ce type d'offres. On cherche quand même à participer activement à la transition digitale du système bancaire, ou du moins du segment bancaire. Il y a énormément de choses à faire dans le tracking des transactions, dans les flags des KYC. Il y a énormément de choses à changer dans les back-office des banques pour finalement venir adopter les technologies de blockchain. Et en discutant avec Hedera, on s'est rendu compte que par leur architecture, qui n'est pas le même système qu'une blockchain classique, on avait la capacité finalement de pouvoir générer suffisamment de volume de transactions à une vitesse qui était qui est quand même très très rapide si on compare un petit peu les choses. Mais surtout, c'est une technologie qui est en capacité de pouvoir absorber la valeur de la transition digitale de l'ensemble de l'économie, que ce soit dans le médical, dans l'agriculture, dans la banque. Et quand les choses vont vraiment permuter, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des échanges on va dire,
comment on appelle ça, de spéculatif. C'est surtout des transactions spéculatives qui passent à travers les chains, à travers l'échange de crypto-monnaies. Mais demain, quand on va avoir le monde entier, toutes les technologies qui vont venir à l'intérieur des blockchains, on va amener beaucoup de valeur. Et là, même s'il y a des technologies comme l'Ether, Polygon ou des choses comme ça qui peuvent faire des choses merveilleuses aujourd'hui, le volume dans la transition digitale mondiale des choses fait que les choses vont être beaucoup plus compliquées. Et nous, comme on a essayé de voir pas à demain, à 3 mois ou à 6 mois, on s'est plutôt projeté dans une vision très long terme des choses. On a décidé d'agir avec eux parce que quand on comprend un petit peu le système, un petit peu du hash de Hedera, on sait très bien que eux, ils sont en mesure de pouvoir absorber ça. Et aussi parce qu'ils ont eu un petit peu la même approche que nous, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord essayé d'être carrés au niveau des licences et notamment aux US, de faire l'ensemble du nécessaire de pouvoir atteindre les niveaux de licence et d'autorisation pour pouvoir opérer en tant que système de DLT et de blockchain. Et on est sûr que c'est un partenaire qui ne sera pas affecté par des mouvements brusques de régulation, en tout cas au niveau occidental et au niveau US. Voilà. Donc, je vous invite tous à aller voir peut-être un petit peu plus près les tutos, la documentation qui est disponible aujourd'hui sur Hedera. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est spécialisé ou qui est un geek extrême dans les blockchains, mais en tout cas, il y a une réelle différence dans l'architecture et dans la transmission, on va dire dans la validation des transactions qui fonctionne pas de la même manière que des blockchains traditionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers ce système-là, au niveau au moins de la validation des transactions, on génère quasiment pas en tout cas, on fonctionne quasiment aucune énergie à travers les protocoles d'Edera, ce qui fait que leur système de DLT, il est presque, on est juste un petit peu au-dessus du 0% carbone emission. Donc, on peut aussi valoriser ça dans le long terme puisque on n'a pas besoin de miner à travers des cartes graphiques et de générer énormément de carbone puisqu'on n'aura pas besoin d'autant d'énergie pour pouvoir assurer finalement le bon fonctionnement du système à travers Hedera. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le pourquoi du comment du choix d'Hedera. Et donc, c'est un plus aussi, mais vu qu'on a discuté avec eux et qu'on a voulu finalement participer aussi à l'adoption du système Hedera en acceptant le fait de finalement venir coder notre AxioCoin avec leur système, on a reçu récemment aussi un grant. Donc, c'est des gens qui nous supportent activement financièrement, mais aussi au niveau technique pour pouvoir nous accompagner sur notre roadmap long terme dans notre ambition de pouvoir justement assurer cette transition digitale du monde bancaire. Ok, nickel. Bon, tu vois, j'écoute, je ne dis rien. Tu anticipes la plupart des questions, donc j'ai pas besoin de faire grand-chose. On sent vraiment, on sent que tu maîtrises ton chez Jean et puis la passion aussi. J'aime bien vraiment comment tu parles de ton projet. Ça fait plaisir. Avant de parler de l'ICO, allez, on va y aller. Avant de parler de l'ICO, j'ai juste une question. Alors, une question un petit peu spécifique. C'est pour ça que je vais la poser. Il y a 2-3 personnes qui en ont parlé. Est-ce que c'est ta partie Tech IT mais bon, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner. En ce qui concerne la centralisation des nœuds auprès des grands groupes, est-ce que ce n'est pas un inconvénient? Alors là, on parle de Hedera, là. Oui. Un inconvénient, pourquoi? Je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est des questions. Là, si on essaie de débattre après sur pourquoi telle chaîne, le pourquoi du comment, on peut voir différents aspects des choses. Je pense que c'est peut-être plus des… Je serais ravi, si vous voulez, on pourrait le faire aussi, mais de pouvoir intervenir aussi je veux dire, avec nos amis de chez Hedera à ces sujets qui seront peut-être plus à même de pouvoir argumenter sur ce type de questions. Mais aujourd'hui, de toute façon, je sais très bien d'où on est parti dans la genèse, on va dire, des cryptos et puis des systèmes un petit peu d'information comme ça qui étaient purement anonymes. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau de standardisation où on ne peut pas complètement ignorer aussi l'écosystème centralisé et régulatoire des choses puisqu'on tend vers ça.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque, on va dire, à ce que ce soit organisé de cette façon-là, sachant que de toute façon, au niveau de l'information, elle n'est jamais compromise, hein. Je veux dire, et ce qui doit rester non connu reste non connu, et ce qui doit rester connu est connu. Donc il n'y a pas de différence après sur le mode de fonctionnement entre les différents types de blockchains. C'est un peu la même logique. Parfait, super. Bon, j'ai des bons retours, hein. On me dit, ouais, super projet, enfin un projet intéressant, une néobanque française, enfin franco-anglaise, irlandaise, enfin bon, bref, voilà, enfin francophone. donc voilà, on a des très très bons retours. On parle de l'SEO, on rentre dans le dur. Allez, vas-y. L'SEO. Alors bien entendu, hein, là les amis, ce dont on va parler, vous pouvez trouver ça, hein, je le répète, sur le site. Alors, on va parler des tokens, du nombre en circulation, de la SEO, public et privé peut-être aussi. Mais tout ça, vous avez les infos sur leur site. Donc, je vous invite à aller sur leur site internet ou aller sur leur Telegram. Et vous pouvez aller glaner pas mal d'infos aussi. N'oubliez pas, faites vos recherches, c'est important. Mais bon, à chaque fois qu'on vous présente un projet, c'est qu'on y croit et qu'on met, nous, enfin, à titre perso, moi, j'ai mis quelques billes là-dessus. Allez, l'ICO. Donc, on en parle rapidement. L'ICO, combien on est en phase 3, le dernier round, hein, on est d'accord. Ouais, alors il y a plein de choses à dire sur cet ICO. Moi, tu as vu, moi je suis passionné, donc autant aller au fond des choses. Déjà, ce qui est intéressant avec cet ICO, c'est qu'on a quand même eu la chance dans notre parcours de pouvoir être quand même au contact dès 2018, au contact d'acteurs qui étaient quand même relativement importants à cette époque-là. Donc là, on parle d'Engine, on parle aussi des gens de chez Swissborg notamment. On parle aussi de gens proches de chez Solana à travers Genesis Block à Hong Kong. Finalement, on a pu avoir plein d'échanges autour de nous, on a lancé des ICO, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça, si on avait su. Donc, on a eu un petit peu déjà, finalement, pas des grands frères, mais on a eu un peu la chance d'avoir des gens qui ont un peu essuyé les plâtres avant nous. Donc, ça, c'était quand même une force. Et finalement, ça nous a permis de pouvoir un petit peu sizer et paramétrer les choses pour qu'on puisse, pas être sûr, mais en tout cas, pouvoir garantir une certaine logique dans la séquence des choses. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire finalement, c'est de déjà fournir une supply qui était de manière certaine, on va dire, absorbable par le marché. Donc, la supply, dans son intégralité, elle fait 100 millions de AxioCoin, ce qui en soi, si on compare d'autres projets en cours, est assez faible. Donc, on a déjà orienté, on va dire, l'ICO sur un effet rarité, puisqu'on connaît un petit peu le facteur de ce type. Voilà, c'est ce qui fait qu'en général, on va dire le comportement ensuite de l'évolution du prix d'un coin peut être favorable par rapport à cet effet rarité. Donc 100 millions de coins, c'est déjà pas beaucoup. Et puis ensuite, il y a l'aspect, on va dire, répartition entre la prévente, on va dire l'ICO et la réserve, la gestion de la réserve et la vesting période. Et voilà, il y a plein d'éléments. Donc, nous, on a décidé finalement de venir chercher à lever 27 millions d'euros. Donc, on a mis à disposition finalement 27 millions d'euros de cet ICO. Mais comme il y avait certaines tranches qui étaient bonusées, ça nous fait à peu près une répartition autour de 32 millions de coins qui ont été à destination justement du grand public et des investisseurs, ou du moins des gens qui se sont intéressés au projet. Donc, il y a eu différentes tranches successives, et donc il y a eu une tranche donc au tout début du seeding un petit peu hybride, et après on a commencé avec les tranches à 25%, 12,5%. Donc, on a levé à travers ces tranches-là 17 millions d'euros. Et aujourd'hui, du moins depuis le début de la semaine, maintenant, on a ouvert l'offre publique à 10 millions. Voilà. Donc ensuite, sur cette intégralité de supply, donc 100 millions, finalement, on n'a que 10 millions, donc le montant de la public sales, donc 10 millions de coins, qui seront donc non vestés, accessibles finalement aux échanges dès le premier jour de cotation, donc ils sont prévus pour mars.
à travers notre partenaire Bitrex. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on arrive sur le marché le premier jour de cotation avec une market cap de 10 millions d'euros, ce qui est relativement très faible si on compare un petit peu notre produit à d'autres produits très similaires. Pour ne pas les citer, par exemple, Swissborg, qui a récemment été presque effleuré le milliard de market cap sur son coin. Donc, si on fait un peu de benchmark et qu'on associe un peu la capacité de nous de pouvoir avoir un beau succès à travers notre application et ce qui va se passer pour les prochains mois, on peut très bien justement faire ce rapprochement. Et donc, si on arrive à cette même valorisation rapidement, on peut très bien voir une évolution du prix du coin passer de 1 euro à 10, à 100. C'est pas quelque chose de délirant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on prévoit les choses. Maintenant, au niveau de la gestion de la réserve, il me semble qu'on a prévu quand même des choses un petit peu sympathiques, puisque pour la communauté, on a quand même laissé 45% de la supply de la réserve pour cette répartition-là. Et puis ensuite, le reste, c'est pour les team advisors, parce qu'on a aussi, nous, l'intention de pouvoir aussi récompenser les gens qui nous ont aidés dans notre parcours, donc tout ce qui est advisor, et puis les teams qui travaillent avec nous. C'est important aussi de pouvoir avoir voilà, l'adhésion des gens qui portent le projet dans nos équipes. Donc ça va être réparti un petit peu comme ça. Il y a aussi des besoins naturellement, hein, plus on liste, plus le coin va vivre finalement au sein de différents exchanges, plus on va avoir besoin d'apporter de la liquidité. Donc là, c'est les market makers qui vont demander aussi un certain volume d'AxioCoin pour pouvoir justement maintenir les choses en place au niveau des exchanges. Donc voilà, ça va s'organiser un petit peu comme ça. Donc tous les gens qui sont rentrés dans l'ICO au préalable avec des bonus, bien sûr, sont vestés sur une période de 21 mois. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on s'est dit, bon, c'est un peu chiant quand même d'être vesté 21 mois, on peut voir le coin évoluer, on peut rien faire, c'est pas terrible. Donc, finalement, on a décidé que tous les 3 mois, ces gens-là, ils pourraient avoir un accès à une partie, finalement, de l'achat de base. Donc, finalement, dès les premiers 3 mois, 10% des gens qui étaient vestés, ils auront accès à 10% finalement de leur montant investi en coin. Et puis ensuite, tous les 3 mois, 15%, 15%, 15%, 15%. Donc du coup, finalement, on arrive au bout de 21 mois à avoir accès à l'intégralité de son wallet, finalement, en AxioCoin. Et pour la réserve, par contre, on a poussé les choses plus autour de 60 mois, puisqu'on sait aussi que ça évite finalement de dropper du coin de manière trop rapide dans la supply qui est en circulation. Et finalement, notre idée, après, on peut la gérer. On n'est pas obligé finalement de venir, je veux dire, les mettre non plus sur le marché comme ça. On n'est pas obligé de les vendre, ça dépend. Mais en tout cas, ça va nous permettre, nous, de pouvoir un petit peu aller plus loin dans notre développement aussi. L'idée, c'est un peu ça. Mais ça permet de pouvoir garantir, en tout cas, aux gens qui viendraient rentrer aujourd'hui dans des public sales, de se dire, on a quand même encore une grosse période de temps avant que finalement la supply en circulation elle soit conséquente, du moins qu'elle atteigne cette zone des 100 millions. Donc du coup, ça va forcément pousser le bullish mode direct, quoi. Hein. On va pas se le cacher, c'est un peu le but, quoi. D'accord, ok, donc j'ai bien compris. En ce qui concerne donc, la répartition, comme j'ai dit au préalable, tout ça, vous avez ça sur votre site. C'est bien fait d'ailleurs, il est joli le site. C'est vraiment accessible, je dirais, à tout public. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors j'ai bien retenu sur les 10 millions là dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de vesting. On est d'accord. Je me suis pas trompé. Ça veut dire que dès la première minute où ça cote, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc ça c'est important et ça c'est très intéressant. La team, souvent on nous parle du vesting et souvent on trouve que c'est trop long, effectivement, comme tu disais très justement tout à l'heure. Mais là, pour vous là, si demain ou si ce soir vous investissez, vous sautez dans le train, il n'y a pas de vesting, donc vous faites ce que vous voulez après. Mais bon, pareil, on est sur des gros projets, c'est du moyen long terme. Je t'ai entendu tout à l'heure, tu parlais de la roadmap, sont 5, 6, 10 ans. Donc les gars. Faites pas n'importe quoi non plus. Soyez un petit peu patient. D'accord. Ok. Il reste combien à lever là sur Écoute, là, honnêtement, alors ce qui est marrant, c'est que finalement, nous, à contrario de d'autres projets, c'est qu'on a tout mis notre énergie, notre argent dans la technologie. On n'a pas beaucoup dormi les 2 dernières années, pour être honnête. Je suis un peu fatigué là.
Mais en tout cas, on a mis tout dans la tech et finalement, on n'a pas tellement mis dans le marketing et on a appuyé juste récemment quand même sur certains leviers maintenant pour pouvoir vraiment un petit peu se faire connaître, quoi. Et donc, du coup, là, très rapidement, déjà, en l'espace de 2-3 jours, on est quasiment à, tu vois, il y a quasiment 3 millions qui sont levés, hein. Donc, du coup, là, il en reste 7. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop traîner si vous voulez si vous voulez en avoir, quoi. Donc, 7 millions pour l'instant sur les chiffres que j'avais tout à l'heure à 18 h. Peut-être que c'est en train de monter. Là, je n'ai pas les chiffres en temps réel. Je ferai un petit point demain, mais voilà, 7 millions de disponibles là à l'heure où on parle. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc, ça part très, très vite, hein, parce que nous, avec Jean, on s'entretient depuis quelques jours. Et effectivement, il en avait plus que ça il y a quelques jours. Donc, c'est un projet qui plaît. C'est un projet avec de l'ambition, un projet d'avenir. Donc, ça part quand même assez, assez vite. Il faut y aller, hein, il faut en profiter. Une question qui revient assez souvent. À quoi va servir, grosso modo, votre token? Quelle est l'utilité du token? Alors, le AxioCoin, alors déjà, c'est intéressant de préciser un petit peu ce que c'est, puisque du coup, comme c'est un token EDERA, déjà, c'est pas un token ERC20 type ETH, donc c'est pas la même notion que de l'utility token. C'est un jeton de paiement, donc c'est un payment coin. Donc, par cette définition-là, il nous est autorisé de l'utiliser comme moyen de paiement à l'intérieur de l'application. Donc, la première chose à laquelle il va servir, c'est ça permet de pouvoir réduire de 25% finalement les fees qui sont générés par le WhaleSub. Donc, le WhaleSub, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va venir faire un échange Bitcoin Doge ou Euro Bitcoin, par exemple, tout simplement. Et donc, déjà, chez nous, c'est relativement bas, puisque quelqu'un qui est Freedom, donc le freemium, quoi, il va être déjà autour d'un fees autour de 0,95%. Le premium, on est autour de 0,45%. Et sur les élites, on est quasiment à prix coûtant. Donc, par rapport à d'autres concurrents, on est vraiment déjà bien en dessous, même si on ne parle pas d'exchange type Binance, parce que ce n'est pas la même catégorie de produits. Mais ça vous permet déjà d'avoir, finalement, en ayant un stock de AxioCoin dans vos wallets, de pouvoir réduire justement ce fees qui est généré par ce type d'échange. La deuxième chose, là, c'est plutôt pour la partie élite. Et donc là, on parle vraiment des gens qu'on a essayé d'onboarder dans la partie, on va dire, private banking avec un produit très spécifique, puisque les memberships élites se sont limités à 1000 memberships seulement. Et donc là, il faut pouvoir stacker 50 000 AxioCoin pour pouvoir garder finalement ce statut de élite. Donc là, il y a une partie stacking un petit peu sur ce plan-là. Et puis bien sûr, là, on est en train de travailler dessus. On ne peut pas encore communiquer puisque tous les détails ne sont pas encore fixés, mais on va communiquer aussi sur 2022 sur l'intérêt de pouvoir apporter une génération d'un yield aussi à stacker du AxioCoin à travers notre écosystème. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu les choses, réduction de fees, un stacking à avoir et puis un accès à un certain type de membership pour la partie élite. D'accord, donc il y a du stacking de prévu, donc ce sera possible, il y a cette possibilité. Bien sûr qu'il y a du stacking de prévu. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on ne peut pas être sur tous les plans partout. Là, on sait très bien que déjà, en ayant fait une tokenisation avec déjà une rarité à la base, une gestion de la supply, un écosystème, dans l'écosystème, le fait qu'on puisse réduire les fees à travers la détention d'un AxioCoin dans ses wallets, c'est un peu à la manière du BNB, et on va générer aussi un petit peu de traction de ce côté-là. Donc, pour l'instant, ça permettra de pouvoir commencer en beauté déjà cette année 2022 avec quelque chose de cohérent. Et puis, bien sûr, notre idée, nous, c'est de fournir le maximum de features qui fassent du sens pour les gens. Donc, le stacking, on sait très bien que les gens sont intentionnés par rapport à ça. Donc, ça viendra. Ça, c'est clair. Parfait, nickel. J'ai une question. Alors, une autre qui est revenue, et c'est vrai qu'on me l'a posé assez souvent. Très rapidement, qu'est-ce qui vous différencie en fait de vos concurrents ou d'autres néobanques ou d'autres projets qui pourraient avoir, je dirais, les mêmes targets que vous? Alors, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui peuvent avoir un accès au white paper ou au site, c'est d'aller un petit peu, je ne la connais pas, le numéro de page exactement, mais on a un diagramme qui synthétise un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on place toujours, bon, ça c'est assez classique, Act au milieu des autres concurrents, donc ça c'est un mapping. Mais en gros, on a 3 dimensions. On a les solutions de paiement et on a la partie néobanque et les IBAN, on a la solution crypto, on a la solution Wealth, gestion du Wealth. Et finalement,
si on prend par exemple des concurrents, moi je veux bien en parler, il n'y a pas de souci. Si on prend par exemple, on va dire Nexo par exemple, aujourd'hui on peut générer du yield en stackant, on peut faire des échanges, ok, mais si on veut commander la carte Visa, moi ça fait 2 ans que je l'ai commandée par exemple, parce que je teste un petit peu, elle n'arrivera jamais puisque pour l'instant il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que slash licence, slash c'est pas possible. Si on va sur d'autres types de plateformes d'échange de crypto, alors on va retrouver là peut-être un IBAN ou quelque chose, mais on ne vous donne pas l'accès à la gestion automatisée des robots. Vous n'avez pas accès aux stocks européens, ni aux US, ni aux ETF. Si on va sur d'autres gens qui font ça, là, finalement, on se retrouve avec pas forcément des cryptos comme on veut. Par exemple, Revolut, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut avec ces cryptos. Donc voilà, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est que si vous venez chez nous et que vous nous laissez le temps de vous montrer un petit peu comment on va se développer le produit sur l'année 2022, vous avez une carte qui s'appelle la Wells Card. D'ailleurs, attendez, je vous fais une petite démo quand même. Je suis un petit peu fier parce que on l'a là quand même. On a reçu des protos. Je vais vous la montrer parce que je pense qu'il y a tout le monde ne l'a pas vue, mais hop, elle est ici d'ailleurs. Proto de la carte? Proto de la carte. Voilà, donc elle est belle gosse. Comme ça, c'est la premium. Voilà. Donc, avec cette carte-là, tout simplement, vous allez, par exemple, moi, j'en sais rien, moi, vous allez chez Starbucks. C'est celle en diamant? C'est pas celle en diamant. Celle en diamant, elle aura des petits diamants incrustés. Je l'ai pas encore, donc, mais elle arrivera. Ça, c'est pour les élites. Mais en tout cas, vous allez, par exemple, en vacances, vous allez, je sais pas moi, au Canada, vous voulez aller dépenser, voilà, je sais pas, vous allez chez Starbucks, vous voulez acheter un café, donc là, vous devez payer en dollars canadiens, vous êtes en Europe, vous avez de l'euro, et ben finalement, qu'est-ce que va faire la carte? Elle va se connecter au WellSub, j'en ai parlé, et puis finalement, le WellSub, il va dire, ok, super, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, vous allez dans l'application, vous dites, moi, je veux payer avec mon compte euro, je veux payer avec mes cryptos, je veux payer avec mon robot, je veux payer avec mon Volt. OK, hop, on sélectionne d'où on veut payer et le WellSub, il fait tout pour vous. Et finalement, vous pourrez venir payer avec vos cryptos, avec votre Volt qui vous rémunère 7% sur votre USDT ou bien depuis votre compte euro. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui le fait puisque pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir agréger les 3 niveaux de licence dont j'ai parlé. Il faut pouvoir inventer un système d'algorithme multinode, multiroute, le WellSub dont je vous ai parlé. Et puis, il faut pouvoir avoir aussi des partenaires comme Visa et une carte pour pouvoir aller au paiement. Et donc ça, c'est ce que nous, on va proposer et ce sera un petit peu ce qui sera faisable une fois qu'on aura déroulé toute la roadmap de 2022. Aujourd'hui, la version 1 de l'app, c'est on va dire la base. Elle vous permettra de pouvoir faire des dépôts et des retraits, de faire des recurrent payments, de pouvoir faire un échange sur des cryptos. Très rapidement, on va vous livrer le robot aussi. Et puis surtout, fin janvier, déjà les Vaults qui permettront aussi de générer du yield sur les stablecoins. Et la petite différence, c'est que le Vault, il est partageable, ce qui fait que si jamais vous avez prévu de partir au ski avec des potes au mois d'août, vous pouvez connecter votre application Act ensemble. Vous ouvrez un peu comme à la manière d'un chat Telegram ou WhatsApp, un groupe. Il y a un admin. Et puis, vous mettez tous dedans 100, 200 euros pour pouvoir aller tous ensemble au ski, par exemple, parce qu'il vous faut 5 000 euros pour la semaine. Et ensuite, quand vous arrivez là-bas, vous connectez vos cartes sur le Volt partagé et vous payez tous depuis le Volt partagé. Donc, ça débite le Volt partagé. Et pendant toute cette période de temps-là, vous avez généré des intérêts. Donc, ça vous offre un resto ou quelque chose comme ça quand vous arrivez là-bas. Voilà. Donc, c'est assez cool. C'est assez cool, ouais. Excellent. Tu as encore anticipé mes questions parce que je voulais justement parler de la carte bancaire et ce qu'on pouvait faire avec. Alors là, tu nous en as montré une belle, donc il y en a 3, hein, c'est ça, on est d'accord. Ouais, alors il y a les différents packs qu'on peut trouver sur votre site. Exactement, voilà. Donc là, maintenant, on a nos abonnements, on a la Freedom, on a le World et on a l'Elite. Voilà, donc forcément, donc les prix, on va être souci un petit peu transparent, hein. On va commencer quand même avec des prix un petit peu attractifs, puisque aussi le produit monte en puissance sur les semaines à venir et les mois à venir. Donc on n'a pas la full formule tout de suite. Donc on va pas dire on va vous faire payer le prix fort tout de suite. Mais en gros, on aura des prix qui resteront quand même dans la zone de ce qu'on trouve aujourd'hui chez les concurrents. Je pense qu'on démarrera autour de 12 euros, quelque chose comme ça sur du World. Mais une fois qu'on aura vraiment tous les services et même les services un petit peu
périphériques comme les assurances, les systèmes de points. Voilà, il y a plein de choses qui sont aussi en discussion. On arrivera vers un prix d'abonnement qui sera cohérent, voilà, mais qui dépassera pas les 20 € par mois, en tout cas pour l'offre free, l'offre premium, quoi, qui est le World Account. D'accord. Alors, pas mal de questions justement par rapport à ces cartes. Donc, tu parlais d'IBAN tout à l'heure. Hein. Donc, par contre, il n'y aura pas d'IBAN France. Alors, il n'y aura pas d'IBAN français, oui et non. En tout cas, ça dépend vraiment du niveau de licence qu'on atteint. Nous, aujourd'hui, on utilise un partenaire qui s'appelle Modular Finance, donc qui nous permet de pouvoir opérer au UK à travers un IBAN GB et de pouvoir opérer au niveau de l'Irlande avec un IBAN irlandais, mais qui est passeportable au niveau de l'Europe, donc qui est utilisable de la même manière qu'un IBAN français. Nous, l'ambition qu'on a sur le moyen terme, c'est d'obtenir notre vrai, on va dire ce qu'on appelle la full banking license. Et on aimerait beaucoup pouvoir la faire avec l'AMF, donc être régulé au niveau de la France, puisqu'on aimerait bien aussi pouvoir faire flotter un petit peu cet étendard-là qui nous tient à cœur. Donc, pour l'instant, c'est toujours pareil. On est une start-up, on lance un produit innovant. On fait avec les moyens qu'on a à disposition avec des partenaires qui nous proposent des solutions. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir une autonomie, en tout cas, sur ce type d'IBAN ou de choses comme ça pour qu'on puisse faire s'adapter vraiment aux besoins de chaque pays, chaque utilisateur et de pouvoir être en mesure ensuite de pouvoir proposer tout type d'IBAN. Voilà. D'accord, donc ce qui veut dire que par la suite, dans l'avenir, un utilisateur français pourra potentiellement recevoir son salaire sur vos cartes. Voilà, mais même dès demain, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. C'est pas forcément bloquant. Même si les banques, on le sait, sont de plus en plus pointilleuses des fois. Si l'IBAN n'est pas FR, alors ils vont vous demander de signer un papier, machin, tout ça. Ça devient un peu ennuyant, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Oui, en tout cas, ça sera nous. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faciliter la vie du quotidien. Donc, on fera tout notre possible de pouvoir, en tout cas, aller au plus loin des options qui s'offrent à nous, voilà, tout en restant dans le cadre qui nous est imposé par les différents régulateurs. Ouais, on connaît ce genre de problème, ce genre de soucis. J'ai eu. Donc, je connais bien. Alors, dis-moi, écoute, on a fait à peu près 1 heure. Voilà, quand même. Hein. C'est pas mal, tu as répondu à beaucoup de questions sans que j'ai à poser trop de questions, sans que j'ai, je dirais, à intervenir trop souvent et à te couper la parole. Donc, c'est pas mal. Dis-moi, l'ICO, pour y participer, il faut remplir un KYC. Pardon. Alors, pour participer à l'ICO, je vous donne, venez juste visiter le site, donc launch.act.io. On pourra mettre le lien où je pense que tu pourras le partager. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude de faire. Simplement, on s'inscrit, hein, c'est assez classique. Et puis là, on arrive dans l'univers un petit peu de l'ICO, du dashboard qui vous permet un petit peu de voir l'inscription et où est votre wallet, vos liens de referral, tout ça, c'est un petit peu dans cet univers-là. On a essayé de vous simplifier un petit peu la vie, c'est-à-dire qu'il vous suffit juste aujourd'hui de remplir vos personal details, de vérifier votre email pour être sûr que voilà, c'est bien vous, il y a un minimum de sécurité, et de nous donner quand même certains éléments de résidence fiscale. Voilà, donc une fois que ces 3 éléments-là sont réunis, le bouton pour acheter le coin devient accessible. Vous faites une réservation qui peut être en euros, en GBP ou en USDT. Donc, c'est 1 000 $, 1 000 € ou 1 000 GBP au minimum. Cette réservation, ensuite, là, elle est en attente de paiement. Donc, là, après, il faut la régler en fonction de la méthode que vous avez choisie, IBAN ou USDT pour ceux qui veulent choisir les cryptos. Et finalement, elle sera complétée une fois seulement que nous aurons reçu les fonds, soit dans le wallet Act, soit finalement dans notre IBAN chez nous. Et là, à partir de ce moment-là, vous êtes garanti de bien avoir vos coins avant la fin de l'ICO. Voilà, donc ça, c'est la manière de fonctionner. Ensuite, on vous demande tout de même de faire un KYC. Le KYC, il est impératif de le faire si vous voulez vraiment que les coins soient livrés, on va dire, physiquement dans votre wallet à terme. Sans le KYC de valider, il n'y aura pas de possibilité finalement de transfert de coins. S'il devait y avoir un problème de KYC, un refus, bien sûr,
forcément un remboursement, on ne va pas garder les fonds, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est la manière de fonctionner. Et pour les personnes qui désirent faire un investissement significatif, c'est-à-dire à savoir plus de 10 000 euros de 10 000 euros ou égal à 10 000 euros, il y a une obligation, en tout cas, de notre côté aussi, de devoir demander une proof of source of la source des fonds. En gros, donc là, il suffit juste de télécharger un extrait de salaire. Ou bon, il y a une vingtaine de documents qui sont possibles à montrer pour montrer que l'argent ne vient pas de n'importe où. Voilà, donc c'est finalement un petit peu, c'est un peu contraignant toute cette phase de registration, mais finalement c'est assez similaire à ce que d'autres plateformes font. Et une fois que c'est fait, voilà, après vous êtes onboardé. Petit détail quand même qui est important, parce qu'on sait que finalement on a un succès maintenant qui arrive depuis quelques semaines, mais là ces derniers jours on a beaucoup d'inscriptions, donc on a un support, d'ailleurs je fais une petite dédicace à Moesh et son équipe qui font face à beaucoup de demandes et beaucoup d'impatience. Ne vous inquiétez pas, surtout pour les gens qui sont en Europe, qui auront accès à cette application Act qui sortira maintenant mi-décembre, fin décembre de cette année. Si jamais le KYC est en attente de validation ou vous n'avez pas eu le temps de le faire et que vous êtes un petit peu impatient, dès lors que l'application sera téléchargeable sur les App Store et les Google Store, vous pourrez compléter cette phase de KYC directement avec notre partenaire Thales. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis et ça viendra updater aussi ce dashboard de l'ICO. Donc, pas de panique. Si le KYC met un petit peu de temps à se faire, vous n'aurez pas de soucis. Et pour ceux qui souhaitent régler en USDT, juste un petit détail qui est important pour qu'on puisse retrouver votre transfert. N'oubliez pas d'envoyer une copie ou un screenshot finalement de votre transaction, donc du hash, pour qu'on puisse finalement vous retrouver et faciliter finalement la réconciliation. Il y a une adresse qui est destinée pour ça, qui s'appelle payment.crypto@act.io. Elle est fournie au moment du moment du paiement, donc pas de souci. Et on n'utilise que des transferts en ERC20, donc tous les autres protocoles ne fonctionnent pas pour l'ICO. Voilà. D'accord, parfait. Bah, tout ça, hein, vous lisez bien quand vous allez participer à l'LCO. Hein, tout est écrit, tout est marqué. Donc, n'allez pas faire n'importe quoi, n'allez pas balancer des sous à n'importe qui et n'allez pas les perdre dans les tuyaux. Ok, donc quelques, je dirais, documents administratifs à fournir. Ça peut être un petit peu rébarbatif, mais c'est somme toute assez classique ce qu'on peut trouver partout ailleurs au final. Hein, Voilà. Je sais plus comment on dit en français. Enfin bon, bref, facture EDF ou une chose comme ça, des choses comme ça. Alors dis-moi, par contre, tu as parlé donc de 1000 USDT ou 1000 euros, donc ça c'est le ticket d'entrée, on est d'accord? Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, ce qui donne 1000 tokens. Exactement, puisque le token sera introduit à 1 euro et qu'aujourd'hui, on est dans la phase qui n'a pas de bonus. Donc, le prix nominal du token introduit à 1 euro, c'est 1 euro égale 1 AxioCoin. Donc, 1000 euros, 1000 AxioCoin. Pour ceux qui viendraient faire un paiement en USDT, bien sûr, il y a le taux de change. Donc, on est un petit peu en dessous de 1000 AxioCoin, mais on est proche de ça quand même. D'accord. Pourquoi 1000 euros? C'est une somme, en fait. Pour ça, c'est pas anodin comme somme et ça peut bloquer certains potentiels investisseurs. Parce que c'est pas non plus si simple techniquement de faire ce qu'on veut, que pour l'instant aussi les paiements en USDT sont en ERC20, qu'il y a des frais qui peuvent être générés par rapport à ça. Et bon, il y a plein de raisons. Et puisque aussi l'ensemble finalement de nos ressources aussi internes ont été maintenant déployées aussi pour le release de l'app et que voilà, des petits changements comme ça paraît mineur, mais en tout cas il y a des raisons techniques et il y a aussi des raisons qui font que pour l'instant l'accès il est réservé uniquement voilà, avec un minimum d'investissement de 1000 euros et aussi parce que finalement il y a pas beaucoup de coins, donc c'est les raisons pour lesquelles on l'a laissé comme ça. Voilà. Ok, ça lag, j'ai eu un petit temps de latence. Pas de problème. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On m'a posé quand même pas mal de questions. Tu as répondu aussi à beaucoup de questions. Ça fait quoi, un petit peu plus d'une heure qu'on est en ta compagnie.
Tu peux nous faire, allez, avant qu'on se quitte, tu peux nous faire un résumé en quelques minutes de tout ce dont on va parler là pendant 1 heure, parce que bon, je sais que vous bossez beaucoup, je bosse pas mal. Il commence à être tard. Tu as l'air fatigué, tu nous as dit, ça fait 2 ans que vous êtes à fond sur le projet, donc non, mais t'inquiète pas, on va pas t'embêter. Juste, allez, un résumé de qui vous êtes, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous visez sur le plus ou moins long terme, justement pour nos membres. Juste, je rebondis par rapport Act, ça sera sans doute la néobanque de demain qui donne accès assez facilement à tout un univers crypto et tout type d'assets financiers, avec une facilité de pouvoir déployer ces fonds entre ces types de catégories-là, sans jamais devoir bloquer ces fonds, puisque les fonds, depuis n'importe quel, finalement, je veux dire, pool d'argent de l'application, vous pouvez avoir accès directement avec votre carte de paiement. Vous pouvez partager vos vaults, donc c'est aussi assez social. Et puis, voilà, on prétend, avec notre partenaire Hedera, pouvoir avoir une empreinte assez significative dans la transition digitale du monde de la banque de demain, tout en restant quand même assez proche de l'idée de ne pas générer de carbone dans cette transition-là, puisqu'on utilise cette technologie green. Et une ICO qui est sur le point de se terminer avec un montant restant de 7 millions de AxioCoin qui seront disponibles sur les exchanges dès mars 2022 avec notre partenaire Pitrex. Donc voilà, on vous attend dans l'aventure. Ok, excellent. Allez, la dernière question, pareil, on en a beaucoup parlé, mais c'était, ouais, effectivement, j'ai un moment qui dit c'était très clair. Tu as vraiment bien développé tout ce dont tout ce qu'on voulait aborder. Et toutes les questions qui pouvaient se poser. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent. On sent vraiment, comme je disais tout à l'heure, le sérieux et la passion. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir de présenter toi et ton équipe à notre communauté. Un petit indice sur quelques exchanges potentiels ou pas du tout? Ou tu peux rien lâcher? Ah, si, on peut. En fait, c'est pas tellement nous. Si on pouvait, on irait un petit peu partout. Mais il y a aussi une intégration technologique des wallets Hedera qui est en cours, qui va être, à mon avis, assez comblée rapidement sur cette année. Donc, il y a aussi des aspects techniques des choses. Petite info quand même, parce que je ne l'ai pas glissé, mais qui est quand même importante. Il y a quand même 3 semaines, Gaël, notre CEO, a eu l'occasion de pouvoir déjeuner avec le CEO de Binance, quoi, donc avec CZ, parce qu'il est venu dans la région, là, sur Sophia Antipolis, pour pouvoir annoncer son plan d'investissement sur les fintechs françaises. Donc voilà, on est très très bien connectés. Si on veut être listé, c'est pas du tout un souci, ça va se faire, mais chaque chose en son temps. Voilà, mais vous inquiétez pas, ça va bien progresser de ce côté-là et les discussions aussi qu'on peut avoir en off avec les équipes de Binance France, voilà, nous rassurent sur ce côté-là. Donc il n'y a pas de problème à avoir. Ok, bon voilà, c'est ça qu'on voulait entendre et on finit sur un feu d'artifice en fait. Donc vous avez entendu, comme moi, donc de toute façon c'est enregistré, on vous le repassera. Donc il y a des grosses choses à venir, il y a un très très fort potentiel, il y a une grosse équipe derrière, ça se développe, on en parle, ils ont déjà levé pas mal d'argent. Donc à titre perso, moi je mets des billes dessus. Je vous invite toujours à vous renseigner, à aller voir le white paper, à aller sur leur site. Je fais le tour des questions. Et de toute façon, nous, on va checker un petit peu les questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, s'il y en a qu'on a passé, de toute façon, Jérémy, ce que je propose éventuellement, c'est qu'on puisse combiner peut-être avec un petit peu plus de temps, des questions un petit peu précises. Je sais que tu as discuté aussi avec nos équipes marketing, avec Olia notamment. Je t'invite à lui envoyer peut-être une synthèse d'une vingtaine de questions, si tu veux, auxquelles on pourra répondre ultérieurement, on pourra prendre le temps. Et puis, si jamais tu veux nous réinviter un petit peu plus tard, voilà, avec plaisir. Nous, on sera vraiment très contents de pouvoir avoir un autre espace de discussion avec toi. Voilà, donc les choses sont ouvertes avec nous. Ce sera avec plaisir. Il n'y a pas de problème. On peut toujours prendre le temps quand on a des projets qui nous tiennent à cœur de réinviter des personnes, de refaire une session de AMA. Il n'y a aucun souci. Alors pour l'instant,
Nous, on va recorder tout ça, on va envoyer tout ça et avec vos liens, vos différents, comment dirais-je, liens Telegram, Internet, site Internet, et vous irez voir. Franchement, ça tient la route. Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Jean, il ne reste plus qu'à te remercier. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie. Je remercie toute ta communauté. Et puis, voilà, quoi. Suivez-nous. En tout Voilà. cas, Et donc, allez, petit rappel, il y a 5 voilà. cas qui vont être distribués. Donc Ah ouais, les là, 5K, les gars, il faut franchement, y aller, hein. ouais, 5K, franchement, ils ne se foutent pas de. Je vais pas être vulgaire, mais ils se fichent pas de votre tête ou de vos têtes. C'est pas souvent, hein, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui balancent autant de gifts comme ça. Donc, un grand merci à Jean, à toute son équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler sur le chat Crypto Traders. Et nous, on vous envoie tout ça. Dès qu'on a finalisé tout ça, il y aura, comme d'habitude, un tirage au sort parmi ceux et celles qui ont posé les questions. Et franchement, allez-y. C'est vrai que bon, on va pas parler de sujets comme ça, mais ça peut vous sembler beaucoup, un cas, ou 1000 USDT, ou 1000 dollars, ou 1000 euros. C'est sur du moyen long terme. On est sur une ICO. Sur un x100, ça peut être pas mal. Sur un x100, ça peut être pas mal. C'est ça, il faut avoir le projet dans sa globalité, dans sa totalité et sur du long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un pump and dump. Enfin, eux ne sont pas là pour faire un pump and dump. Donc, à la fin, ça va payer de toute façon. Donc, c'est pour ça. Ça peut paraître un ticket d'entrée, je dirais, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais je pense qu'il y a un très, très gros potentiel sur cette équipe. Donc, moi, je mets un billet dessus. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je pense que quand on voit le sérieux de l'équipe et le boulot qui a déjà été abattu depuis quelques années, je me fais pas de soucis là-dessus. Et comme tu dis, sur un x100, même un x10, hein. Sur un x10. Donc, là, ici, on n'est pas terminé. Vous pouvez toujours y participer. C'est le moment. C'est le moment. Ensuite, on verra. Ouais, moment de foncer. Ensuite, on verra pour le listing, mais tout est prévu, tout est dans les cartons apparemment. Et à mon avis, ça nous réserve de belles surprises. Allez, je vous embête pas plus. Jean, je t'embête pas plus non plus. Je te remercie en tout cas encore pour ta présence. Ciao tout le monde. Ciao l'équipe. Et puis à bientôt. Voilà. Allez, on va tous aller se reposer maintenant. Au revoir. Ciao, salut Jean. Merci.